Bonjour, dans cette deuxième vidéo consacrée à l'origine de la vie et à l'origine de l'homme, je vais d'abord commencer par rappeler qu'une espèce qui n'évolue pas est une espèce qui est vouée à disparaître. Et puis je vais rappeler une deuxième chose, c'est que l'évolution des espèces, ça n'est pas une vue de l'esprit. L'évolution des espèces, c'est une réalité scientifique qui a été démontrée depuis plus d'un siècle par des centaines et des centaines de chercheurs, par des centaines et des centaines d'études. Et toutes ces études permettent de comprendre de mieux en mieux les grands principes de l'évolution. Et ce que l'on sait, c'est que chacune des espèces présentes sur notre planète, mais chacune des espèces, depuis plus de 3,8 milliards d'années, ont suivi l'évolution et les grands principes de l'évolution. Homo sapiens, bien sûr, fait partie de ces espèces. Homo sapiens n'est pas un organisme en dehors des autres, qui aurait évolué sans les autres, qui serait apparu sans les autres. Donc non, notre espèce est bien ancrée dans cette grande histoire de l'évolution. Et c'est vraiment un concept fondamental pour la biologie et je dirais pour l'ensemble des individus, pour replacer l'homme au sein de son environnement. On va partir d'un individu. Chaque individu possède des gènes. Chaque individu vit dans un environnement particulier. Et donc chaque individu, en fonction de ses gènes et de l'environnement, eh bien, va exprimer de telle ou telle manière ses gènes. Ça veut dire qu'en fait, il va exprimer des caractéristiques en fonction de son environnement. Je dis bien en fonction de son environnement. Je ne dis pas que c'est l'environnement qui crée ces caractéristiques. Ce que je dis, c'est que chaque individu va avoir au final une certaine plasticité dans sa réponse génétique. Une certaine plasticité qui va faire que, par exemple, lorsqu'il commence à faire chaud, eh bien, vous allez être capable d'avoir une réponse à court terme, d'avoir votre thermorégulation qui va se réguler, et puis de vous adapter sur une courte période à cette température, à ce changement de température. Et donc, vous allez vous apercevoir qu'en quelques jours, quelques semaines, eh bien, vous souffrirez moins de cette variation de température. Puis vous allez vous apercevoir qu'il y en a d'autres qui vont souffrir encore moins que vous, qui seront encore mieux adaptés que vous à cette situation. Puis vous allez vous apercevoir qu'il y en a d'autres qui vont être beaucoup moins bien adaptés que vous à ces nouvelles conditions environnementales. Et donc si je me replace au sein d'une population, je m'aperçois et je comprends que comme dans ma population, chaque individu a une certaine plasticité en termes d'expression de ses gènes, mais l'ensemble de ma population va elle-même avoir une certaine plasticité qui dépend des individus qu'elle contient. Et donc lorsque j'ai un environnement qui varie, ma population va pouvoir répondre à cette variation. Bien sûr, certains individus étant plus aptes à s'adapter à ce nouvel environnement, ceux qui s'adapteront le mieux seront ceux qui vont le mieux se nourrir, avoir le plus de capacité de reproduction, et donc qui transmettront davantage leurs gènes. C'est ce qu'on appelle la sélection naturelle. Alors quand cet environnement devient vraiment très rude, quand la variation de l'environnement, au final, dépasse notre capacité de plasticité, eh bien vous allez avoir des individus qui vont mourir, vous allez avoir des individus qui vont avoir une physiologie qui deviendra vraiment très complexe par rapport à la physiologie classique de l'individu, c'est-à-dire qu'on va avoir une physiologie peu adaptée à l'environnement. Si on a beaucoup d'individus qui vont être touchés par cette variation environnementale, beaucoup d'individus qui n'arriveront pas à s'adapter à cette variation environnementale, eh bien on va avoir l'abondance de notre population qui va commencer à baisser. Et la distribution de notre population qui, elle aussi, va changer. L'abondance, c'est la quantité d'individus. La distribution, c'est l'endroit où ils se situent. Et donc, on va avoir des problématiques de reproduction. Et on peut tout à fait se trouver avec des populations qui vont être de moins en moins nombreuses et sous un certain seuil, sous un seuil critique, qui vont disparaître. Quand d'autres populations, par exemple, j'ai représenté une population ici en vert en bas, vont parfaitement s'adapter à cette nouvelle donne environnementale. Donc si je fais un petit bilan sur la réponse d'une population à une variation environnementale.
La réponse dont je viens de vous parler, c'est une réponse individuelle d'abord, une réponse physiologique, biochimique de son expression génétique, et qui va donc toucher la population. Bien sûr, si trop d'individus ne sont pas en capacité de s'adapter sur du court terme, eh bien ma population peut décliner, voire disparaître. Quelles sont les autres réponses possibles pour que cette population ne disparaisse pas? Autre réponse possible, c'est de trouver un nouvel habitat. Donc vous allez avoir certains individus, pourquoi pas, qui vont partir à la recherche d'un nouvel habitat et pourquoi pas s'implanter dans un espace donné et fonder une nouvelle population. On parle ici d'effet fondateur, on reviendra dessus ultérieurement. Ici, on a des adaptations sur du court terme. Alors l'effet fondateur, bien sûr, c'est une adaptation aussi sur du long terme, puisqu'en fait, on va avoir une multiplication d'individus, donc de génération en génération, cette population peut prendre une place prépondérante dans son nouvel environnement. Donc, on a une réponse à court terme et des réponses à long terme. Et plus nos populations avancent dans le temps, plus on peut voir évoluer nos populations et on peut observer des changements de caractéristiques ancrés dans l'espèce, donc une évolution de l'espèce. Ces changements de caractéristiques sont liés à des modifications génétiques qui vont être transmises d'une génération à une autre, avec deux types de transmissions, des transmissions qui vont perdurer dans les générations futures. Donc ce sont des modifications génétiques avec une modification de la séquence de l'ADN en elle-même, donc un changement du gène. Et puis on a d'autres modifications qu'on appelle des modifications épigénétiques. Et donc une modification épigénétique, en fait, c'est l'expression du gène qui va être modifiée. Cette expression du gène qui va être modifiée, on s'aperçoit qu'a priori, elle pourrait se transmettre d'une génération à une autre génération. Qu'elle pourrait se transmettre sur plusieurs générations. Mais ce qu'on pense actuellement, c'est que c'est une transmission sur simplement quelques générations. Et donc, elle ne perdurerait pas longuement dans le temps. Donc, si je résume, l'ADN de chaque individu va être la base, en fait, de notre physiologie. Lorsque j'ai une modification soit de séquence ADN, soit de l'expression de l'ADN, je vais donc avoir une modification du fonctionnement de notre cellule, et donc du fonctionnement de l'organe, et donc du fonctionnement de l'individu. Et lorsque j'ai suffisamment d'individus qui vont changer, je vais avoir une modification de ma population. Donc si je résume, en vert, c'est l'adaptation physiologique. Donc une modification de l'expression génétique, par exemple, vous vous entraînez, vous faites du sport, vous allez avoir une adaptation physiologique à votre activité sportive. Bien sûr, cette adaptation, vous ne la transmettrez pas directement à vos enfants. Ensuite, il y a une adaptation qu'on appelle épigénétique. Ici, vous observez sur l'ADN, qui est représenté par les deux filaments ici, on a des méthylations et puis des acétylations qui se font sur cet ADN et qui vont modifier aussi l'expression génétique de nos gènes. Et par contre, on pense, et on a observé scientifiquement, la transmission de cette variation d'expression génétique sur les générations suivantes. Par contre, la question qu'on se pose, c'est sur combien de générations, en fait, cette modification épigénétique peut perdurer. Et enfin, en jaune, vous avez ici la transmission de modifications de séquences d'ADN qui se sont faites par mutation, qui se sont faites par mélange de gènes lors de la reproduction sexuée et qui vont se transmettre de génération en génération. Donc ici, une adaptation sur du long terme. Donc on se retrouve ici avec plusieurs phénomènes qui vont permettre de comprendre comment un organisme va s'adapter à une variation environnementale. Donc si je résume, j'ai un individu qui a une certaine plasticité phénotypique et ma population qui elle aussi va avoir une certaine plasticité, et on va parler ici de normes de réaction de la population. Un individu peut aussi, pourquoi pas, développer une mutation au niveau de ses cellules de la reproduction, ovules ou spermatozoïdes.
Et puis, en fonction de son partenaire de reproduction pour les espèces sexuées, eh bien, on va avoir des variations, des séquences et de la représentation des gènes au niveau des cellules de chaque individu et donc au niveau de sa descendance. Et chaque individu qui va se reproduire, eh bien, va transmettre les gènes aux générations futures. Comme tous les individus n'auront pas la même adaptation à l'environnement, les individus qui seront le mieux adaptés à leur environnement vont être, entre guillemets, les individus qui seront les préférés de la reproduction, ceux qui se multiplieront davantage. Et donc, on va avoir une population qui va s'enrichir en ces gènes-là, les gènes de ces individus les mieux adaptés. C'est ce qu'on appelle donc la sélection naturelle. Et puis il y a d'autres lois qui vont être intéressantes à étudier aussi au niveau de l'évolution. Les lois de la probabilité, et notamment une notion qu'on appelle la dérive génétique, le hasard des probabilités. Je vous en reparlerai plus tard, mais voilà ce qu'on va garder en tête. Si on a une population avec un nombre d'individus faible, j'ai représenté ici un gène représenté de deux manières, en violet, en vert. Donc le même gène, mais avec deux caractéristiques différentes. Lors de variations de l'environnement, que ce soit de prédation, que ce soit des modifications physico-chimiques, j'ai une chance sur 5 de voir disparaître mon individu en vert par rapport aux autres individus. Une chance sur 5 que ce soit lui que le prédateur ait choisi. Et donc, si cet individu disparaît, vous comprenez que c'est cette caractéristique génétique qui disparaît. Donc cette population n'aura plus la capacité d'exprimer ce type de caractère génétique, puisque seuls quelques individus le possédaient encore. On reviendra sur son impact par rapport à l'évolution des populations dans une autre vidéo. Alors, maintenant, il va falloir qu'on se pose une dernière question, c'est évoluer, mais pourquoi évoluer? Pourquoi faire? Il me faut vous parler du coup de l'hypothèse de la reine rouge. Et donc cette hypothèse de la reine rouge, je vous en parlerai dans une future vidéo. À très bientôt.